Alors, de tout s'explique, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va aborder un sujet très intéressant. Il s'agit en tout cas des fistules obstétricales. Et pour en parler, on a comme invité sur ce plateau Madame Rougui Barry. Elle est biologiste. Vous le savez, on l'avait déjà invitée sur ce plateau pour parler entre autres, voilà, je pense que c'était de l'infertilité dans le couple, mais aussi voilà, des groupes sanguins et la compatibilité dans le couple et tout. Alors, au plaisir encore une fois de vous retrouver sur ce plateau de Tout s'explique sur Gangan TV. Bonsoir Madame Rougui. Bonsoir Sandiana, bonsoir également à vos millions de téléspectateurs. Comme tu le disais, également au plaisir de te retrouver au compte de cette émission sur la télé de la génération montante. Hein. Bien, voilà. C'est toujours un plaisir pour nous. Alors avec vous, on va parler d'un thème très intéressant, d'un sujet très intéressant qui préoccupe en tout cas bon nombre de femmes. Il s'agit des fistules obstétricales. D'abord, c'est quoi une fistule? D'accord, Sandiana, mais avant d'abord d'aller droit au but, c'est-à-dire donner la définition, on va d'abord souligner les quelques faits qui font que les femmes sont confrontées à ce phénomène. Ce phénomène, c'est quoi d'abord? Quand nous constatons dans nos pays africains, particulièrement dans certains pays, pas pratiquement tous les pays, mais majoritairement pris, quand nous prenons certains pays, il y a une question de dignité et d'honneur que les familles réclament. Donc, c'est-à-dire quand la fille est en âge de maturité, dès 10 ans déjà, on se dit, voilà, pourquoi ne pas l'amener au mariage déjà, pour ne pas qu'elle nous crée des soucis à la longue. Ces soucis, c'est quoi? C'est juste peut-être préserver la virginité ou ne pas tomber enceinte. Donc, on se dit, pour une question de dignité ou d'honneur, forcément, il faudrait que la fille, on l'envoie en mariage pour une manière ou bien une façon de préserver l'honneur de la famille. Donc, du coup, la fille, qu'elle le veuille ou pas, elle est envoyée au mariage avec un homme le plus souvent âgé 2 ou 3 fois qu'elle. Elle vient dans ce foyer et actuellement on sait que les hommes, voilà quoi, bon, des éternels insatisfaits, ça c'est un. Et voilà, et ils sont là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes, à plus forte raison de la fille qui est là sous leur toit. Donc du coup, dès les premières semaines de mariage, déjà le mariage est consommé. Et du coup, si tu ne fais pas attention, si la fille ou bien la femme qui est venue ici, elle est fertile, elle conçoit automatiquement une grossesse. Et ces fistules obstétricales surviennent d'ordinaire quand la fille est en âge, ou bien elle est là, prête à accoucher, mais que l'accouchement est difficile. Donc, il faudrait forcément qu'une césarienne soit nécessaire au fait. Pourquoi? Parce que là, quand tu prends aussi la malnutrition, ça c'est aussi un phénomène africain. D'accord. Les filles sont là, voilà, elles sont mal nourries, dès 10 ans comme ça. Le bassin qui est là, qui porte les organes internes de l'appareil génital de la fille, sont là. Le bassin n'est pas développé. Donc là, quand le fœtus se trouve dans le ventre de la maman, plus précisément au niveau du bassin ou bien de l'utérus de la maman, la tête du fœtus se trouverait plus grosse que le vagin de la femme en question. D'accord. Et le phénomène scientifique ou bien le terme médical approprié, c'est la dystocie, c'est-à-dire la disproportion entre la tête du fœtus et du vagin de la mère, c'est-à-dire la porteuse. Donc là, une fois la grossesse à terme, c'est-à-dire les 9 mois, 10 jours, si c'est un garçon qui doit venir faussement, au lieu que l'accouchement ne dure des heures, parce que là, dans les conditions normales, l'accouchement doit durer 8 heures de temps. D'accord. Ça, c'est dans les conditions normales. Donc, si les chimistes sont là, et ils vont me prêter leur terme dans les conditions normales de température et de pression. Toute grossesse, c'est à terme, après 8 heures de travail, tu accouches, d'accord. Maintenant, si toi tu es là, le bassin n'est pas encore mature, les organes qui sont là ne sont pas encore matures, le fœtus quand même, en 9 mois, il doit sortir. Quels que soient les moyens quand même, lui, il va chercher de sortir. Advient les conséquences, ce n'est pas son problème. Donc là, avec des pressions, des contractions de l'utérus, le fœtus va forcer et là, il va venir. Donc quand il vient, il y aura une déchirure et cette déchirure-là qui est appelée fistule.
Et en termes scientifiques, c'est ce qu'on appelle les fistules obstétricales. Ou plus scientifiquement, on pourrait les définir comme étant encore la communication anormale entre des organes. C'est-à-dire quand tu prends l'anatomie de l'appareil génital de la femme, après le vagin, c'est l'anus, d'accord? Maintenant, quand la tête de l'enfant qui devait venir est là, il crée des déchirures, il y a une liaison directe entre la vessie et le vagin. Scientifiquement, on appelle ça les vessies vaginales, les vésico-vaginales, d'accord? Et la conséquence, c'est quoi? C'est que là, toi, tu es là, tu ne pourras plus te contrôler. Chaque fois, sinon dans les conditions normales, tu urines au moins 4 ou 5 fois par jour. Maintenant, si à chaque fois que tu t'assois, même si en dormant, en préparant, en marchant, c'est des urines, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Tout simplement parce que les parents sont là, ils sont irresponsables, l'État est là aussi, lui aussi il est irresponsable. On envoie les filles en mariage alors que les filles ne sont pas encore matures. Bien. Alors, est-ce que ces cas de fistule-là, c'est seulement des filles en manque de maturité, et c'est seulement à ces filles-là que ça arrive? Est-ce que parfois ça n'arrive pas à des dames? D'accord, ça peut arriver. Parce que là aussi, il y a des enfants qui, leur tête, mais quand on prend la notation ou bien la notation scientifique, on appelle la tête céphalée, d'accord? Donc quand l'enfant vient, alors que la tête elle est grosse d'une manière là, anormale, on ne peut pas contrôler, et quand la position de l'enfant est céphalique, c'est-à-dire la tête plus grosse que l'orifice du vagin, là aussi forcément il y aura des déchirures. Même si la femme avait au moins fait 3 ou 4 gestes, n'empêche. Donc là, quand l'enfant a une grosse tête, forcément, voilà. Il y a une disproportion entre le vagin et la tête de l'enfant. Là aussi, l'enfant lui-même ou le fœtus même, lui aussi, il va créer ces déchirures au niveau des femmes, même si déjà auparavant, elle avait fait des jumelles ou des jumeaux. N'empêche. Bien. Et quand nous prenons aussi dans les pays développés, parce que là, ce n'est pas seulement ici en Afrique que ce phénomène est développé, il y a aussi un problème de cancer du col de l'utérus qui peut causer ces fistules. Une femme qui a un problème de cancer du col de l'utérus, à la longue, si la maladie n'est pas traitée, elle peut entamer un processus de formation des fistules. Donc là, c'est naturel. Ce n'est pas l'enfant lui-même qui a produit, mais là, c'est dû à des maladies propres à elle. D'accord? Donc la sage-femme qui est là, celle qui est en train de diriger l'accouchement, si elle voit ou bien si elle sent que l'enfant a une grosse tête, parce que là, si nous prenons les jaunes reculés, là-bas, même s'il y a des médecins spécialistes pour le domaine de la césarienne, les matériels ne sont pas adéquats, ne sont pas encore prêts. Donc la sage-femme, même si elle est là, elle constate vraiment que la femme souffre, qu'est-ce qu'elle peut rien? Peut-être elle va prendre ces matériels, elle-même elle essaye de faire la chirurgie au niveau du vagin, donc elle essaye d'augmenter la longueur du vagin en vue de faciliter l'évacuation du bébé en question. Donc là, ce ne seront plus des fistules provoquées ou occasionnées par l'enfant lui-même, mais par la sage-femme ou le médecin qui est en train d'assister l'accouchement. D'accord? Maintenant, après l'accouchement, elle-même, la sage-femme ou le médecin en question, elle-même, elle essayera de coudre la partie, elle suture la partie fissurée, et du coup, comme si c'est suivi, il n'y a pas de problème. Mais le mal, c'est quand les fistules sont provoquées par l'enfant dans des mains d'une personne qui n'est pas aussi informée que ça. Parce que quand nous prenons les jeunes très reculés, au lieu que nous ayons des sages-femmes averties, c'est des agents de santé qui sont là, qui ont suivi une formation, des fois même des personnes qui n'ont jamais fait l'école, d'accord? Elles étaient là dans la capitale en tant qu'agents d'assainissement, ils assainissent, ils apprennent là-bas, et puis voilà, ils partent dans les villages, on leur dit que ce sont les femmes là qui assistent à l'accouchement. Donc s'il y a complication, à la femme d'en pâtir. Bien. Voilà, le sujet en tout cas il est très intéressant. Alors on va toujours continuer. Donc en fait ce débat là on avait eu en tout cas à le mettre sur la table au cours d'une formation, voilà, dans un endroit en tout cas de la place. Et du coup il y a directement une consoeur à moi qui a dit qu'à chaque accouchement qu'il fallait vraiment une fissure, qu'il fallait que les médecins essayent de déchirer un peu le vagin pour que le bébé puisse sortir. Alors il y a d'autres qui disaient que non, qu'il y a d'autres femmes qui accouchent sans qu'on ne procède à des fissures. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, comme je te disais tout à l'heure, quand l'enfant a la tête normale, vous savez, le vagin de la femme, c'est élastique. Donc, la tête, si elle n'est pas en tout cas grosse,
l'accouchement peut se passer sans problème. Mais il y a aussi des exceptions parce qu'il y a certains enfants qui viennent sans la position céphalique, c'est-à-dire ils ne descendent pas par la tête, mais soit par les membres, les pieds, voilà quoi. Donc quand ils essayent de venir avec la main, voici la partie qui reste. Donc si toute la partie là doit aussi suivre, c'est vraiment compliqué. Mais si par contre c'est la tête qui vient en première position, quand la tête, elle passe, je pense que les autres parties du corps viendront sans problème. Mais si, parce que là, des cas très exceptionnels, mais ça peut arriver quand même de toutes les façons. Les enfants qui viennent sans la position de la tête, donc là, il faudrait, si la césarienne, on ne peut pas l'effectuer à l'instant T, il faudrait forcément que la sage-femme ou le médecin assistant fasse des fissures. Ça, c'est naturel. Bien. Alors, après ces fistules-là, comment faire réellement pour ne pas qu'après la femme ait des problèmes? Bon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si c'est des cas qui sont observés dans la capitale, ici les médecins ou les sages-femmes sont avertis. Donc quand il y a des déchirures, même si c'est l'enfant lui-même qui provoquait, après ça, après l'accouchement, la sage-femme est là ou bien le médecin assistant, il sait ça faire des sutures. Et à chaque 2 jours, 3 jours, la femme elle revient, elle fait des pansements. Et quand la plaie elle est traitée, de toutes les façons, quand une plaie est suivie, elle se cicatrise d'elle-même. Maintenant, si c'est fait dans les zones reculées, où même pour avoir des antalgiques, c'est-à-dire des paracétamol, c'est de façon hebdomadaire, là la femme va souffrir. Parce que là aussi, il y a l'autre façon, ou bien l'autre angle qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement la communication entre le vagin et l'anus en fait. Mais il y a aussi cette communication qui se situe entre le vagin, j'allais dire, et l'anus. Parce que là, l'anus c'est quoi? C'est là où on défèque. Les défécations c'est quoi? C'est les selles. Les selles en termes, ou bien en français plus sympa, les téléspectateurs vont me permettre de les dire, les caca au fait. Enfin, ça c'est la voie, c'est l'anus. Les urines, par contre, la voie, ça c'est au niveau du vagin, d'accord? Maintenant, s'il y a la communication entre ces deux orifices-là, au lieu que les selles ne suivent la voie de l'anus, il vient se mélanger aux selles et la voie elle est mélangée. Du coup, tu es stigmatisé. Si ton mari n'est pas averti, ou bien s'il a une pierre à la place du cœur, il te haït, et c'est le même cas dans toute la famille. Et là, les conséquences, c'est quoi? Tu vis isolé, chaque fois tu dégages des odeurs nauséabondes, tu es là, tout le monde te haït. Et si les personnes ne sont pas informées, même on va dire que tu as contracté cette maladie par les façons d'IST. Parce que là, ils ne sont pas avertis au fait. C'est une femme, chaque fois qu'elle se lève, il faut voir, elle mouille. C'est dit n'importe quoi au fait. Donc là, si tu n'es pas averti, toi tu vas mener une vie d'isolement, de stress, parce que là, tout ce qu'on ne peut pas traiter dans les hôpitaux, c'est le stress. Ça aussi, il faut le signaler. C'est vrai qu'il y a des médecins psychiatres qui sont là, on t'apporte des conseils, mais le plus souvent, quand tu as des problèmes psychologiques, c'est à toi-même de les gérer. Mais si toi-même tu n'arrives pas à les faire, à la longue tu vas partir, ça c'est clair. Bien, alors quand c'est compliqué comme ça, quand la femme à chaque fois qu'elle est assise, il faut qu'elle mouille son pagne, il y a les urines et les selles en qui même sont temps mélangées et tout. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut réellement pour un traitement? Est-ce que ça peut se traiter ou pas? D'accord. Là, si par exemple, si c'est au niveau de la vessie et du vagin, ça c'est l'urine qui est déjà sort en abondance, on peut placer un instrument qu'on appelle le cathéter. Ça c'est quelque chose, c'est un tube en plastique comme ça. On le place au niveau du vagin. Ça permet de ralentir, même si c'est pas freiné totalement, mais ça ralentit au fait l'arrivée des urines à tout moment. Et ça serait placé par des médecins spécialistes. Bien sûr, si c'est dans la capitale, ici, c'est dans les zones reculées, ça aussi, comme je te disais, il n'y a pas de solution pratiquement. Maintenant, si c'est au niveau du vagin et de l'anus, là, il faudrait que la chirurgie intervienne. D'accord? Tu viens, on fait la chirurgie, on remet les organes, chaque organe à sa place, on essaye de coudre. D'accord? Même si c'est vrai que des fois, pratiquement le plus souvent, quand les fissures là sont dangereuses, le problème c'est quoi? C'est que même s'il y a un médecin spécialiste, c'est pas facile de traiter à l'amiable. D'accord? Il faudrait que des temps passent. Et le plus souvent, si tu ne fais pas attention, la plaie là sera infectée et d'autres maladies trouveront un refuge. Donc au lieu que tu ne développes seulement les fistules obstétricales, d'autres maladies vont profiter de l'occasion. Et là, chaque jour que Dieu fait, tu vas tomber malade. Et si l'organisme est fatigué, les conséquences, voilà. Bien. Alors, vous avez parlé de cet instrument qu'on peut placer, le cathéter. Hein? Voilà, le cathéter. Alors, lorsqu'on place ce cathéter-là, est-ce que ça n'empêche pas la femme d'avoir des rapports sexuels normalement? Ou est-ce que lorsqu'on procède aussi à cette chirurgie dont vous venez de nous parler, ça ne va pas jouer sur, je sais pas, sa vie conjugale, sur le plan sexuel? Ça, c'est clair, ça va jouer sur sa vie conjugale. Parce que là, quand on place un cathéter, la voie c'est la même.
c'est le vagin. Et on sait que la voie aussi pour faire les rapports, c'est toujours la même voie. Donc quand un tube est placé là-bas sous forme de plastique, je pense que l'autre organe n'a pas de place en fait. Donc là, si l'homme n'est pas averti, c'est ce que je te disais, le plus souvent, les hommes qui sont moins avertis sont voilà quoi. C'est pas du tout facile, hein? C'est compliqué cette histoire-là. Il n'y a pas de souci, en tout cas on va continuer parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y en a même une qui a eu à se confier à moi, c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on mette ce thème sur la table aujourd'hui. En fait, elle est haïe aujourd'hui par son mari qui envisage d'épouser une autre. Elle ne sait plus quoi faire, elle a suivi beaucoup de traitements en vain et la dernière fois elle a même failli se suicider. Alors moi je perds vraiment les mots pour la consoler parce que c'est une proche à moi. Et pour en savoir plus, je vous ai invité sur ce plateau parce que je ne m'y connaissais vraiment pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive parce qu'à chaque fois, elle est même obligée d'acheter des serviettes hygiéniques, d'être tout le temps avec des serviettes hygiéniques comme si elle voyait au fait ses règles. Donc c'est compliqué. C'est pathétique. Là, son mari aussi, parce que là, le problème c'est quoi? D'une part, son mari a sa responsabilité, d'accord? Parce que là, si au moins elle n'était pas en grossesse, jamais ce phénomène ne l'aurait arrivé. Donc ça, c'est un problème conjugal et c'est un problème de couple. C'est pas parce qu'elle est malade que l'homme doit, voilà. C'est quelque chose qu'on peut, même si c'est pas, on ne peut pas traiter à 100%, mais si c'est suivi à 80%, et au fur et à mesure que les traitements suivent, la fille peut-être qu'elle va s'en sortir. Mais là, la solution première, c'est quoi? C'est au niveau de son mari, de la consoler, et voilà, qu'il sache que le mariage, c'est quoi? C'est pour le pire et pour le meilleur. C'est pas parce que la femme elle est tombée malade qu'il faut la mettre à la porte et envoyer une deuxième. Et si elle aussi, on ne souhaite pas, elle est victime de la même chose. Ça donne à réfléchir. Hein? Ok. Alors, je ne sais pas, quel conseil vous avez à donner à toutes ces femmes qui rencontrent ce problème-là, voilà, pour ne pas mouiller, en attendant en tout cas des traitements adéquats, pour ne pas mouiller en tout cas le pain. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Quels produits elles doivent utiliser? Voilà. Actuellement, je pense que la médecine a évolué. Si tu es en état de famille, il faut partir faire ce qu'on appelle l'échographie. Ça permettra de voir si le fœtus est gros, ça c'est un, de voir la position du fœtus. Si c'est la position céphalique, il n'y a pas de menace. Si c'est une autre position, que les dispositions soient prises à temps. D'accord. Maintenant, au médecin qui a fait l'échographie, ou bien au médecin ou à la sage-femme qui suit la dame, de voir si en tout cas des problèmes pourront survenir à la longue. À 9 mois déjà, on utilise un phénomène qu'on appelle la césarienne. Là, tu ouvres ça, tu récupères l'enfant et puis ça va. Mais quand déjà tu ne fais pas l'échographie, parce que là, c'est vrai que le pays, tout le monde souffre, même à manger, on gagne ça difficilement. Mais je pense actuellement qu'il y a des centres qui font l'échographie à 50 000. Donc là, même si c'est pas ton mari, tu demandes à une personne, en tout cas qui a un bon cœur, il va te donner les 50 000 pour voir la position de l'enfant dans ton ventre. Ça te permettra d'éviter tout ce qu'on est en train de citer actuellement. Parce que la femme dont tu disais tout à l'heure, là, si elle avait fait la césarienne, c'est vrai qu'il y a des femmes actuellement, dès que tu parles de césarienne, elles prennent la tête. Mais moi, personnellement, moi qui vous parle, voilà, je n'ai pas encore fait d'enfant, mais à chaque fois, c'est une confidence. Hein. Quand je serai enceinte, Inch'Allah, c'est un souhait. En tout cas, moi, je passerai par les césariennes. D'accord. Donc là, des gestations, c'est moins de problèmes. Moins de problèmes, 2 à 3 et puis ça va. D'accord. Mais généralement, il y a des gens qui disent que cette césarienne-là, bon, avec la césarienne, tu ne peux pas faire beaucoup d'enfants. Oui, mais n'empêche, actuellement, avec la vie sociopolitique de notre pays, Sandiana, on voit que même à manger, ce n'est pas facile à gagner. Je pense que si chacun a 3 ou 2 enfants, il faut entretenir les enfants là et puis c'est mieux. Alors vous n'avez pas peur de la césarienne? Pas du tout. Moi quand même, peut-être les complications. Ça peut pas venir avec des infections? Oui, des infections, non. Ici c'est la césarienne. Là, si la plaie elle est en tout cas bien suivie, mais ça c'est au niveau du ventre, ce n'est plus au niveau du vagin ou bien de l'appareil génital. Mais on récupère l'enfant, on met les fils. Ah, d'accord. La deuxième gestation, voilà, c'est juste au niveau du ventre. Elle n'est pas avertie, hein? Non, elle a peur des chats. Je pensais que c'est à partir du on peut faire la césarienne au niveau c'est-à-dire du pubis jusqu'au niveau du nombril. Donc là, on récupère l'enfant en coup. Maintenant, si une deuxième gestation aussi arrive, on ne fera que retirer les fils et récupérer l'enfant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, si déjà on voit que tu es fatigué, automatiquement on fera de telle sorte que tu ne pourras plus concevoir. Donc là, même si tu entretiens des rapports sexuels, il n'y aura plus d'enfants. Mais moi, je pense qu'il y a 3 enfants, 4 enfants. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Hein. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, c'était là, en tout cas, Madame Rougui Bari,
elle est biologiste et aujourd'hui on parle en tout cas des fistules obstétricales. Alors votre dernier conseil à l'endroit de toutes ces femmes qui vous suivent en ce moment, surtout à l'endroit de ces messieurs qui abandonnent leurs femmes, parce que généralement lorsque les femmes ont ce genre de problème, ils se disent qu'il y a un manque dans leur vie sexuelle, ils sortent pour aller coucher avec n'importe qui dehors. Ouais. Là, le problème d'abord, c'est une sensibilisation que nous devons mener dans les différentes communautés. Et surtout quand nous prenons ici en Guinée, la communauté la plus touchée, ça c'est au niveau des Peuls. Parce que là, ce sont eux qui disent qu'il y a une question d'honneur, de dignité. Donc à chaque fois, il faut envoyer la fille en mariage alors qu'elle n'est pas encore mature. D'accord. Et si nous prenons aussi le domaine des femmes qui ont déjà fait une première ou deux gestations comme ça, et les problèmes là arrivent, désormais il ne faudrait pas que ça arrive. Très tôt après la grossesse, après 3 mois ou 4 mois comme ça, tu vois un monsieur qui te fera l'échographie. Comme ça te permettra de comprendre la position et les malaises qui pourront advenir lors de l'accouchement. Et si les malaises là seront catastrophiques, le mieux c'est de prévenir à temps et à 9 mois déjà tu fais enfermer qu'on appelle la césarienne. C'est un peu ça. Maintenant, aux messieurs qui pensent qu'il faut rejeter la femme malade, comme je le disais tantôt, la femme, elle n'est pas à rejeter. Parce que là, avant que tu ne la maries, elle était en bonne santé, elle se portait bien. Toi qui disais que tu allais remuer terre et ciel pour l'avoir, si tu l'as en famille, en cherchant à t'augmenter, parce que t'augmenter, c'est quoi? C'est en te faisant des enfants. Si dans ça, elle trouve des problèmes, je pense que la meilleure solution que l'homme doit faire, c'est de l'assister, ne serait-ce que moralement. D'accord. Maintenant, physiquement ou bien matériellement, s'il n'est pas apte, qu'on fait face à la famille. Il y a aussi actuellement des ONG qui militent en faveur de ça. Les femmes qui se trouvent dans des situations pareilles, mais tu n'as qu'à voir les femmes qui militent au niveau de ces ONG. Je pense que même si elles ne pourront pas t'accompagner à 100%, mais le nécessaire, elles le feront pour toi. Voilà, il y a une question qui me vient à l'idée. Sûrement, ces hommes qui sont en train de nous regarder, ils se demandent, mais attends, si par exemple ma femme est là, ce genre de problème et que j'arrive à coucher avec elle, est-ce que moi ça ne va pas m'affecter? Est-ce que je n'aurai pas d'infection? D'accord. Ça, à moins que parce que là, les maladies infectieuses, dès qu'il y a une plaie, ils profitent de cette plaie pour que tu aies des infections, d'accord? Mais sinon, dans les conditions normales, une femme qui présente ses fistules obstétricales, si la plaie elle est bien suivie, s'il n'y a pas d'infections sexuellement transmissibles qui ont profité de l'occasion pour s'installer, je pense que la maladie n'est pas transmissible. C'est juste un phénomène, c'est une déchirure qui est là, et là c'est quelque chose qui n'est pas du tout, on ne peut pas contracter. Mais le mieux c'est quoi? Quand la femme se retrouve dans ces situations, le mieux d'abord c'est de l'aider à se traiter. Maintenant, quand le traitement sera au complet, maintenant s'il faut reprendre la vie du foyer, là vous le reprenez. Mais étant malade, d'abord elle a beaucoup plus besoin d'assistance morale que de toute autre chose, parce que la santé passe avant tout. Et un point que j'allais oublier de souligner aussi, et ce point c'est quoi? C'est que j'anime une page sur Facebook qu'on appelle Tabou Brisé. Parce que là, si tu vois tous ces problèmes arriver, c'est que les gens en fait ne sont pas avertis, d'accord, ils ne sont pas informés. Donc j'invite vos téléspectateurs de faire un tour là-bas, ne serait-ce qu'aimer la page, et à chaque une semaine, c'est-à-dire tous les samedis soirs, je les reviens. Là-bas, la sexualité n'a pas de tabou, c'est au-delà de la frontière. Donc venez là, et point vous ne serez déçus. Bien, merci beaucoup à vous, Madame Rougui. Voilà encore un tout dernier mot que je vais carrément en tout cas vous prendre. Voilà, je vais vous prendre ce mot-là. Alors, quel appel vous avez à lancer à ces parents qui donnent très tôt en mariage leurs filles, des petites de 13 ans, 12 ans? C'est tout simplement, c'est une question d'irresponsabilité. Sinon, toi, ta fille, par exemple, regarde, tu envoies ta fille qui a 10 ans au mariage. L'homme qui est là-bas, il n'est pas informé ou bien il va là. Dès que la fille vient, à une semaine déjà, la fille conçoit une grossesse. Regarde les conséquences qui pourront venir. Parce que là, les conséquences, c'est vrai que les fistules, là, on dit que c'est les conséquences non fatales de l'accouchement. Donc l'enfant aussi peut venir au monde mort-né. Maintenant, l'enfant qui est là avec les... Parce que là, l'accouchement, c'est un phénomène qui fait très très mal. Ça, il faut qu'on se dise la vérité, d'accord? Donc, avec les contractions ou les pressions que le fœtus là utilise, les douleurs sont là de telle sorte que des fois, la femme ne peut pas supporter. Donc, elle est obligée de partir avec l'enfant. Donc, toi qui as envoyé ta femme pour une question d'honneur ou bien pour une question de préserver la dignité de la famille, tu vas te retrouver sans fille et sans petit-fils en un mot. Parce que là, l'enfant que tu avais envoyé au mariage, elle n'était pas mature, les organes
n'était pas prêt à accueillir une grossesse, et là tu lui as sacrifié tout simplement. Bien. Donc ce qu'il faut arrêter, c'est d'arrêter. C'est vrai, il faut aborder la question de la sexualité pour ne pas que les filles se permettent à se livrer à des pratiques que la famille ne veut pas. Mais là aussi la question c'est quoi? Il faut les informer, les éduquer sexuellement à la maison et attendre à partir au moins ne serait-ce que les 18 ans pour envoyer ta fille en mariage. Sinon les conséquences c'est toi-même qui vas Bien, accepter. une toute dernière question encore, voilà. Est-ce que les fistules là, elles entraînent les fausses couches? Les fausses couches. Le souci c'est quoi? C'est que si on ne peut pratiquement on ne peut pas concevoir en ayant les fistules, surtout si les fistules sont compliquées. Parce que là tu auras peur de l'homme de telle sorte que même ton papa, voilà, dès que tu le vois tu te caches. Parce que là toi tu sais comment tu... Donc quand ton mari te dira voilà j'ai besoin de toi dans le domaine du foyer, là tu vas refuser car donc là je pense que pratiquement on ne peut pas concevoir étant malade. Bien. Voilà, merci beaucoup à vous Madame Rougui. C'est un plaisir Sandiana. Voilà, Un plaisir. au plaisir en tout cas de débattre d'un autre thème, hein, voilà, sur ce plateau parce que vous êtes carrément très intéressante. Merci ma grande, merci, c'est un devoir. Hein? Voilà donc mes téléspectateurs, ça n'est fini pour ce numéro du jour. On espère en tout cas que vous avez bien compris le thème en tout cas débattu. On parlait aujourd'hui des fistules obstétricales. Alors vous le savez, hein, Madame Rougui anime une page sans tabou, voilà, sur Facebook. Elle s'appelle Tabou Brisé. Vous pouvez tout simplement y aller, faire en tout cas un tour sur la toile, liker la page et comme ça, à chaque semaine, vous verrez en tout cas un sujet sans tabou. Voilà, elle brise tout, hein, voilà. Donc vous allez carrément être informé sur tout ce qui se passe, en tout cas sur le plan de la vie sexuelle. Alors au plaisir de vous retrouver pour un autre thème. En attendant, au revoir et portez-vous bien. On vous bisoute tout simplement à la fraise.